Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème de l'endométriose aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est au mois de mars, donc c'est le mois qui est dédié à la sensibilisation pour l'endométriose, donc informer, etc. Sur ma chaîne YouTube, je parle de différents sujets, notamment l'endométriose, où je vous raconte mon parcours, comment j'ai découvert, les petites techniques que j'ai pour vivre mieux avec l'endométriose. Je vous parle également de mon parcours PMA puisque on était en désir d'enfant avec mon conjoint depuis 4 ans et ça a été un peu le parcours du combattant. Donc je vous ai expliqué tout le parcours et vous pourrez voir la suite des événements sur YouTube. Donc tout est regroupé par playlist. Pour celles qui me découvriraient aujourd'hui, celles et ceux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube justement pour suivre le contenu de mes vidéos et être prévenu des nouvelles sorties en activant la cloche parce que je suis plus autant régulière parce qu'il se passe pas mal de choses dans ma vie, donc vous pourrez suivre tout ça sur Instagram. En tout cas, je remercie énormément les femmes qui ont participé, femmes et hommes et conjoints qui ont participé à cette petite vidéo témoignage parce que cette fois-ci je voulais que ce soit vous qui livrez un témoignage en fait par rapport à l'endométriose. Le concept de la vidéo est super simple, en fait je vous ai demandé de me donner un contexte, c'est-à-dire soit entendu au boulot, entendu en soirée avec des amis. Et donc par ce contexte, ça vous permet de m'expliquer un petit peu les détails pour que je puisse comprendre vraiment comment ça s'est passé. Ensuite, je vous ai demandé une phrase courte qui vous a été dite, une réflexion en tant que femme atteinte d'endométriose ou une réflexion que votre conjoint a pu entendre et peut-être une réaction, ce que vous en pensez. Le but c'était vraiment de sensibiliser pour des personnes qui ne connaîtraient pas forcément tous les symptômes de l'endométriose, des petites phrases qu'on entend un peu tous les jours et qu'on en a marre de répéter. Oui, ok, je suis fatiguée, mais ça fait partie des symptômes, la fatigue chronique, donc même si je vais me coucher, ça sert à rien d'aller me dire d'aller me reposer. C'est un symptôme, je ne peux pas lutter contre. Des fois, c'est pas juste une sieste qui va arranger la fatigue chronique. Donc voilà, pour informer aussi notre entourage, les proches, qui soient un petit peu plus au courant de ce que ça peut faire en tant que femme endo-girl, les petites réflexions faciles que les gens ont tendance à faire mais qui blessent. Voilà, donc ça vous permet aussi de montrer qu'il y a beaucoup de réflexions qui reviennent, qui sont toujours les mêmes, enfin souvent. Ça permet de montrer aussi qu'il y en a des hallucinantes. J'avais fait une vidéo sur celle que j'avais pu recevoir et d'ailleurs vous aviez quand même pas mal halluciné. Je vous remettrai la vidéo en barre de description si jamais vous voulez aller la voir. Elle est dans la playlist de toute façon d'endométriose. Et voilà, en tout cas je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Puis je vais commencer la vidéo parce que dis donc l'intro elle est super longue. Premier témoignage qui m'a été envoyé, ça a été Richandria, j'espère que je prononce bien. Là c'est dans le contexte travail, le classique tu es encore absente. Normal que tu sois fragile, tu manges pas assez. Ah mais t'as encore tes ragnagnas, c'est rien ça. D'accord, ok, je vois le classique. Alors en soirée également, tu en as entendu pas mal. Tu ne te sens pas bien aujourd'hui à cause de tes règles encore. Donc en fait, si j'ai bien compris au niveau du contexte, tu as été diagnostiquée et ensuite donc t'en as parlé à tes amis. Tu as expliqué l'endométriose et la réaction, dis donc c'est relou comme maladie, c'est relou quand même hein. Bon, ça c'est typiquement le genre de personne qui n'a pas écouté ou peut-être qui ne sait pas comment réagir, qui ne sait pas quoi dire, qui n'a pas trouvé les mots. Tout dépend du ton qui a été mis pour cette phrase-là. Mais c'est vrai que on voit tout de suite qu'en fait la personne elle a entendu mais que elle n'a pas cherché plus loin à comprendre plus. Voilà. Alors, au niveau du cercle amical, on t'a dit, de toute façon, avec toi, on a l'habitude des annulations. J'ai envie de te dire, change d'amis, hein. Des personnes qui ne sont pas capables de comprendre que c'est une maladie invalidante et handicapante et qui viennent te le reprocher en plus de ça, c'est pas des personnes très empathiques. Alors là, j'ai reçu un autre témoignage en anonyme cette fois-ci, mais il est assez hallucinant si je puis dire. Donc le contexte je vous le donne, phrase
que la personne a entendu de la part de son médecin généraliste femme spécialisée en gynéco et homéopathie. Donc déjà on se dit bon c'est une femme, elle pourrait comprendre etc. Et donc elle lui sort mais non, l'endométriose n'est pas une maladie inflammatoire. Donc la personne m'écrit, je lui demandais si l'alimentation anti-inflammatoire pouvait m'aider à calmer les douleurs, bien entendu, et elle m'a répondu ça. Bah alors la madame elle est pas très bien renseignée parce qu'effectivement adapter un régime anti-inflammatoire, alors un régime, une alimentation plutôt anti-inflammatoire, évidemment ça fait réduire les crises. Alors, tout le monde n'en a pas forcément des crises inflammatoires et avoir des crises inflammatoires, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une atteinte digestive parce que moi j'étais très gênée au niveau des repas, mais a priori il n'y a pas d'atteinte digestive. Et donc la personne lui a demandé, mais alors pourquoi ce sont les anti-inflammatoires qui me soulagent? Pas de réponse de sa part, no comment. Bah oui forcément. Un autre témoignage de cette même personne, dans l'entourage familial, dit sur un ton en colère, les médecins ont dit que tu n'avais rien. Donc ça c'était avant le diagnostic. Après un stage aux urgences et des examens normaux. En fait, je couvais une appendicite chronique et oblitérante liée à l'endométriose. Eh ben, alors en fait c'est facile de juger de l'extérieur en disant que y a rien, t'as pas l'air malade, ça se voit pas, etc. C'est le principe d'une maladie invisible en fait. C'est quelque chose en fait qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, qui est très dur à diagnostiquer, etc. Qui est très difficile à vivre. Alors quand on n'a pas le soutien en plus de la famille, j'ai pas vécu ça, j'ai de la chance parce qu'on m'a très peu envoyé de réflexion dans mon cercle familial. Et heureusement d'ailleurs, je crois que j'ai dû avoir une réflexion, j'en avais parlé en vidéo. Mais alors le non-soutien, franchement bravo parce que je sais pas comment vous faites parce que c'est des déceptions en plus de ça. Là on a le témoignage d'Aurélie et de son conjoint. Son conjoint, on lui a dit au détour d'une conversation, je ne comprends pas comment tu fais pour rester avec une nana comme ça. Sous-entendu, une nana tout le temps malade. Donc l'explication que Aurélie nous donne, c'est que effectivement, c'est pas parce qu'une personne est malade qu'on ne doit pas l'aimer et la soutenir. Et ça, malheureusement, il y a énormément de femmes qui se font lâcher par leur mec, par leur conjoint, par leur mari, parce que ça devient trop dur pour eux de supporter quelqu'un de malade et d'affaibli. Alors j'ai envie de dire que ça fait mal sur le coup, mais que une personne qui décide de vous quitter parce que vous avez une maladie, parce que c'est difficile, alors oui c'est sûr on change un peu, c'est difficile pour l'entourage etc. Mais la plus grosse part de souffrance c'est quand même la femme qui l'endure. Les douleurs, le psychologique, les effets des traitements, le se voir changer, diminuer, être consciente que ça va pas mais qu'on n'arrive pas à remonter la pente etc. Et quand on va plaindre du coup le conjoint, bah ça pique un peu quoi. Après j'ai envie de vous dire si le conjoint se barre, c'est que vous êtes pas entouré de la bonne personne en fait. Ton conjoint est beaucoup plus intelligent que ça. J'ai pas la suite de ce qu'il a répondu ton conjoint, mais j'aimerais bien savoir si jamais tu peux laisser un commentaire sous la vidéo pour nous dire justement comment il a réagi face à cette remarque là, parce que enfin, c'est quand même incroyable de se permettre de faire une telle réflexion à une personne, même si la personne le pense, qu'elle ne le dise pas en fait. Quel intérêt il y a à juste blesser ou voilà, et étaler son venin comme ça, je comprends pas. Et te concernant, tu as eu droit à la remarque régulièrement. Ah ouais. Tu as bientôt 37 ans, t'es toujours pas maman? Ce à quoi tu réponds, si je suis maman mais je n'ai pas de bébé, fausse couche à plus de 5 mois de grossesse, devenir maman ce n'est pas une obligation et vous ne connaissez pas le passé de la personne. Mais merci de dire ça. C'est sûr que le désir de maternité c'est pas quelque chose qui est là pour tout le monde et c'est pas dans les codes, c'est pas parce qu'on arrive à un certain âge qu'il faut avoir telle ou telle situation, c'est pas écrit dans les codes que voilà il y a un avenir tout tracé et que si tu réussis ta vie tu dois avoir ça. Chacun son rythme, il n'y a aucune obligation d'avoir le besoin de absolument fonder une famille. Chacun a ses objectifs de vie en fait et il n'y a pas de schéma type en fait, il n'y a pas de ah bah t'as 37 ans, t'as pas d'enfant, t'as raté ta vie ou voilà, enfin c'est incroyable. Alors effectivement, comme tu dis, je suis maman mais je n'ai pas de bébé, fausse couche à plus de 5 mois de grossesse. Effectivement,
les gens qui sont intrusifs comme ça, vous pouvez pas savoir ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Si il n'y a pas d'enfant là, ça veut pas dire que la personne n'a pas été maman. Dis-moi ouais dans les commentaires ce que t'as répondu derrière, parce que je suis impressionnée de la violence de ce témoignage, c'est incroyable. Pour moi c'est pas possible en fait c'est pas possible de se permettre de dire des choses comme ça à quelqu'un quoi, c'est... Et puis de mettre la pression, alors bah, c'est pour quand le bébé, etc. Nous, je sais qu'on nous l'a beaucoup dit parce que bah, ça fait, là ça y est, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble maintenant. Enfin plus de 10 ans, on vient de fêter nos 10 ans ensemble. Et bah voilà, c'est la question facile, là, bah, ça fait longtemps, toujours pas d'enfant, machin, mais ça ne vous regarde pas. Alors, bon maintenant vous savez, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous savez que de toute façon c'était mon projet de vie, mon premier projet de vie, et que ça y est c'est en cours, donc je vous ai fait une playlist également pour suivre cette aventure là. Je vous avoue que c'était hyper douloureux déjà de répondre à cette question, parce que moi je prenais ça comme un coup de poignard, genre de quoi tu te mêles déjà. Et puis bah, tu sais pas ce qui se passe chez nous, tu sais pas à quel point c'est difficile pour nous d'avoir un enfant. Voilà, quand t'es sous traitement, des choses qui fonctionnent pas, enfin voilà, c'est très compliqué et il n'y a pas à poser cette question en fait, il y a vraiment pas à poser ce genre de questions. J'ai reçu un témoignage hyper touchant de Marie qui nous parle de sa fille. Alors avec l'accord de sa fille bien sûr, hein, elle a accepté qu'on explique un petit peu son parcours. Donc sa fille a 19 ans, c'était une athlète, donc athlétisme. Ses notes en sport étaient excellentes bien évidemment. Elle était aussi juge fédérale en athlétisme et avait des compétitions au moins 1 à 2 fois par mois. Oui, donc bien sportive. L'année dernière, elle a tout arrêté car elle n'était plus capable de courir sur 20 mètres sans s'écrouler à cause de la douleur et des problèmes de respiration. J'ai d'abord dû me battre pour obtenir une dispense de sport auprès de notre médecin qui était sceptique face à ces douleurs. Non mais la fille c'est une mordue de sport et il est sceptique. J'imagine que c'était pas par plaisir qu'elle arrêtait en plus. Hein. Nous avons arraché ce certificat auprès du gynécologue qui la suivait. Ouais, parce que j'imagine que du coup l'autre n'a pas voulu faire. Nina venait pourtant d'être diagnostiquée. En plus, ah ouais, donc en plus il y a eu un diagnostic. Donc ça veut dire que le médecin, professionnel de santé, ne s'est même pas renseigné. Et minimise surtout les effets de l'endométriose quoi. De fait, lorsque nous avons donné ce certificat à son professeur de sport l'année du bac, elle a commencé à dire que malheureusement elle ne pourrait pas la noter si elle ne courait pas. C'est hyper... Bah d'accord, elle court pas, mais je veux dire, elle a pas choisi d'abandonner son épreuve de sport. Enfin, c'est quand même pas sa faute. Car avoir mal au ventre n'était pas considéré comme un handicap, toutes les filles ont mal au ventre un jour ou l'autre, et dans la vie, il faut faire des efforts, surtout les filles. Mais pardon? Mais quoi? Non, c'est pas possible. Ouais, ça c'était ma phobie. Alors au sport, c'est pareil, moi quand j'étais ado, j'étais indisposée et très douloureuse. Donc bah, les premières fois je disais voilà j'ai mes règles et tout, bon bah ok tu t'assois sur le banc machin, sauf que bah, à chaque fois que ça tombait sur mes règles bah, je sentais que je pouvais pas forcer quoi, et donc c'était hyper douloureux et sauf que bah au final voilà on me croyait pas, c'était du chipotage, c'est facile de dire que t'as tes règles etc, et donc du coup bah j'étais obligée de sécher. Et personne ne voulait me croire que c'était douloureux. Mais en même temps, j'ai été diagnostiquée, oh, je pourrais pas faire le calcul, mais en gros, ça a mis 12 ans à être diagnostiquée, quoi. 11-12 ans. Marie, la maman, nous explique. Autant dire que j'ai appelé cette prof ainsi que son professeur principal pour leur expliquer ce qu'était cette maladie. Donc oui, en plus, on est obligé de faire court. Et qu'au vu de ses antécédents en sport, on ne pouvait pas dire que ma fille, elle faisait du cinéma. Bah oui, j'imagine bien, ça devait être la première dégoûtée à ne pas pouvoir passer ses épreuves en plus, et à ne pas pouvoir continuer le sport. Je tiens à signaler que ces deux personnes étaient des femmes et que c'est encore pire que de parler à un homme. La bêtise n'a pas de sexe. Et ben c'est une réflexion qui revient souvent. Parce qu'en fait, on a tendance même en tant que patiente qui recherche un ou une gynéco, c'est souvent ce qui revient le plus. On se dit que les femmes, elles vont comprendre, mais la plupart du temps, alors je mets pas tous les gynécos, attention, dans le même panier, hein, mais la plupart du temps, moi j'ai toujours demandé des hommes, parce que les fois où j'avais eu des femmes, ça s'était très mal passé,
je vais pas parler de violence gynécologique, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'était douloureux, c'était brutal, ça faisait mal, etc. Et on se dit qu'en fait une femme elle connaît puisqu'elle a le même corps et qu'elle va faire attention parce qu'elle sait que ça peut être douloureux. Bah non. Et pire que ça encore, elles ont tendance, encore une fois je mets des guillemets, pas toutes, mais elles ont tendance à comparer ce qu'on va leur dire par rapport à nos propres douleurs vis-à-vis de elles, ce qu'elles ressentent avec leurs propres douleurs à elles. C'est-à-dire que moi, je suis tombée sur des gynécos qui n'avaient pas de soucis de douleur pendant leurs règles et donc elles ne pouvaient pas concevoir que les règles ça faisait si mal que ça, que je pouvais rester une semaine couchée au lit parce que trop mal, ou que je ne pouvais plus sortir du lit tellement ça m'handicapait, tellement ça me faisait mal. Et en fait, il y a énormément de femmes qui sont pas à l'écoute et qui se comparent à leur propre corps. Et ça devrait pas, alors que pourtant, elles connaissent, elles savent bien ce qu'on endure. Elles savent bien ce qu'on endure et c'est hyper blessant de se dire je peux pas avoir confiance. Alors qu'un homme, lui, il va pas connaître les sensations que ça fait d'avoir un vagin, etc. Et donc en général, ils vont plus en douceur parce qu'ils ont peur de faire mal, etc. Alors c'est toujours plus gênant, ça dépend des personnes, mais moi j'avais pas forcément honte d'aller demander un gynéco homme parce qu'en fait c'était presque plus rassurant. Alors oui, c'est peut-être un peu gênant quand on est jeune et tout ça, mais après c'est des professionnels, hein, ils en voient passer tous les jours, ils s'en fichent, mais c'est juste que je me sentais beaucoup plus en confiance parce que c'était quelque chose qui était inconnu pour eux au niveau de la douleur, de la sensation, etc. Donc toujours très attentionné, est-ce que ça va, voilà, là je vais insérer, ça va faire un petit peu, ça va peut-être tirer un petit peu, etc. Vous me dites si je fais mal, enfin voilà. Avec la suite des événements, j'ai pas toujours eu des gynécos hommes. Et après ça se passe très bien avec celles que j'ai eues, c'est pas une généralité, c'est juste que ça arrive et que c'est des réflexions qui reviennent très souvent. En tout cas, je vous remercie énormément pour celles qui ont livré les témoignages. Il y en a que j'ai pas encore reçus, donc n'hésitez pas à m'envoyer toujours par Insta comme je vous avais dit, pour celles qui ont eu l'explication du concept si vous voulez participer. N'hésitez pas à me renvoyer sur Instagram du coup votre témoignage, phrase courte, contexte. Si cette vidéo vous a plu, on pourra en faire une partie 2. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous voulez témoigner aussi sous la vidéo. Une phrase courte et nous donner le contexte pour qu'on comprenne comment ça s'est passé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao!